Il est 8h17, Pierre Devineau. Audrey Crespo-Mara, vous recevez ce matin la ministre des Solidarités et de la Santé, Agnès Buzyn. Bonjour Agnès Buzyn. Bonjour. Hier, en marge lors de la manifestation du 1er mai, un groupe d'individus est entré dans l'enceinte de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Selon sa directrice, au micro de Chloé Triomphe, ils ont tenté de pénétrer dans le service de réanimation chirurgicale avant d'être poussés par les infirmiers. Quand vous voyez des dizaines de personnes qui arrivent vers vous en train d'essayer de défoncer une porte et que vous avez en charge des patients, leur seule obsession, ça a été de protéger les patients de réanimation. Et fort heureusement, les policiers sont arrivés au moment où la porte était soumise à pression et donc leur intervention a été cruciale. Et c'est vrai qu'on est tous quand même profondément choqués par une intrusion de cette force. Vous vous rendez sur place ce matin. Qu'allez-vous dire au personnel hospitalier ? D'abord, leur dire qu'ils ont été très courageux et qu'ils ont eu les bons réflexes de protéger avant tout, évidemment, les patients hospitalisés. Je ferai évidemment un tour pour voir les dégâts, s'il y a eu des dégâts commis dans l'hôpital, puisqu'on me rapporte un certain nombre d'exactions sur notamment du matériel informatique qui aurait été volé. Je ferai le point avec les équipes, mais c'est avant tout pour soutenir les soignants que je vais rencontrer ce matin. Alors les versions divergent un peu ce matin. On sait que c'est dans cet hôpital qu'un capitaine de compagnie de CRS venait d'être admis en urgence relative après avoir reçu un pavé dans le visage. Et de l'autre côté, il y a des manifestants qui disent qu'ils cherchaient à se réfugier dans l'hôpital après une charge des forces de l'ordre. Que vous a dit le directeur de la PHP, la directrice de l'hôpital ? Alors, je pense qu'il y a eu plusieurs moments et plusieurs groupes qui ont pénétré. Clairement, les grilles de l'hôpital ont été forcées, elles ont été abattues puisque la partie qui longeait la manifestation, la partie de l'hôpital qui longeait la manifestation était fermée et on faisait rentrer les patients et les ambulances par une autre porte de l'hôpital. Donc le circuit avait bien été sécurisé et donc ces grilles ont été forcées, des gens sont pénétrés. Il y a peut-être eu plusieurs vagues. Je pense que l'enquête fera évidemment l'éclaircissement sur les circonstances exactes. C'est pas à moi aujourd'hui de le dire. Moi aujourd'hui, je viens voir les dégâts dans l'hôpital et parler aux soignants qui ont été courageux. Et savez-vous, alors ou pas, si c'est lié à l'administration de ce capitaine d'une compagnie de CRS ? Écoutez, je ne le sais pas. Je ne vois pas très bien comment les manifestants sur place auraient pu avoir l'information puisque l'entrée dans l'hôpital se faisait par un autre côté. Donc je n'ai pas d'informations pour penser que les deux sont liés. En tout cas, il y avait des gilets jaunes, il y avait des black blocs, une trentaine de personnes ont été interpellées. Vous parliez d'exactions tout à l'heure. Effectivement, un médecin de permanence à l'hôpital raconte que dans d'autres services que la réanimation, il y a eu des exactions dans le même bâtiment. L'ensemble du matériel informatique du service de chirurgie digestive a été vandalisé. Oui, c'est pour ça que je pense qu'il y a peut-être des personnes qui se sont réfugiées, d'autres qui ont peut-être voulu commettre des vols, d'autres. Je pense que les circonstances nous en seront plus claires quand les personnes auront été interrogées. Je laisse l'enquête suivre son cours. Aujourd'hui, je tiens à dire que c'est la première fois qu'il y a une exaction dans un hôpital, qu'il y a un lieu de violence lors d'une manifestation. Je pense que tous les Français, comme moi, sont extrêmement choqués. C'est inqualifiable, en fait. Je pense qu'on devrait tous prendre conscience du niveau de violence et de comportement indigne aujourd'hui que l'on observe dans les rues de nos villes. Voilà, rentrer dans un hôpital, forcer des grilles, faire peur à des patients, faire peur à des soignants, vouloir rentrer dans une salle de réanimation, je pense qu'on atteint vraiment des sommets d'incivilité. Et le personnel est évidemment choqué ce matin. Absolument. Et vous allez leur parler donc. Agnès Buzyn, vous êtes médecin. Vous connaissez bien le service, le secret médical. Depuis la mi-avril, le Canard enchaîné affirme que des gilets jaunes sont fichés dans les hôpitaux et que ces fiches peuvent être consultées par le ministère de l'Intérieur. Alors, travaillez-vous main dans la main avec Christophe Castaner pour lutter contre les gilets jaunes ? Absolument pas, c'est totalement faux. Je veux expliquer de quoi il s'agit. Après les attentats de novembre 2015, où il y avait clairement des difficultés à repérer où avaient été envoyées les victimes, des informations étaient fausses, les familles ne retrouvaient pas leurs blessés, il a été décidé de mettre en place
un système informatique qui permette, lorsqu'il y a un afflux en masse de blessés, quelle que soit la cause, de savoir si un hôpital est par exemple submergé de blessés, de pouvoir les orienter vers un autre hôpital si on sait que les blocs opératoires vont être trop occupés par exemple, et qui permet aussi de recueillir effectivement le nom des victimes de façon à donner des informations aux familles. Ce système informatique, il est interne aux hôpitaux, il est ouvert lorsqu'il y a un afflux en masse, donc c'est en fonction des circonstances. Il a été ouvert par exemple pour l'incendie de la rue de Trévise, pour lorsque le pont de Gênes s'est effondré, il a été ouvert lors des inondations dans l'Aube. Donc en réalité, il y a la cause et les circonstances de l'ouverture, c'est simplement quand il y a tout d'un coup un afflux de blessés rapportés par les SAMU ou rapportés par les centres d'information des hôpitaux. On a quand même l'impression qu'il y a un fonctionnement qui n'est pas normal, puisque des médecins s'en sont plaints, s'en sont offusqués. Les hôpitaux de Paris, d'ailleurs, ont reconnu qu'au moins une dizaine de patients ont été fichés. Une enquête interne a été lancée. Alors, l'enquête a eu lieu, donc en fait, il n'y a pas de fichage. C'est-à-dire qu'on ne sait pas si les blessés qui arrivent sont des passants qui ont été bousculés, des forces de l'ordre, des gilets jaunes ou des journalistes. La formation n'est pas demandée. Il est demandé le nom, la personne à prévenir, et ça permet de savoir si la personne victime est hospitalisée, si elle est morte parfois, si elle est opérée. Et donc ça permet de donner des informations aux familles et de connaître à peu près le degré de tension dans les hôpitaux. Ce système informatique n'est pas vu et n'est pas accessible par le ministère de l'Intérieur. Et les informations ne restent pas. C'est-à-dire qu'une fois que l'événement est fini, ce système informatique est fermé. Nous n'avons pas de traces. Mais si tout cela est normal, comment expliquer que les médecins soient choqués, que le défenseur des droits, Jacques Toubon, ait été saisi de l'affaire? Il y a une affaire similaire qui a éclaté au CHU de Toulouse aussi. Donc c'est bien qu'il y ait une situation anormale. Alors, ce qui s'est, je pense, passé lors de la manifestation du 13 février, parce qu'en réalité, le système informatique, il est ouvert au coup par coup selon qu'il y a une tension ou pas dans les hôpitaux. Donc, en fonction des manifestations et de leur degré de violence, parfois, les hôpitaux de Paris, notamment, ouvrent le système informatique, parfois pas. Donc, ça dépend simplement du degré de violence de la manifestation. Et là, en l'occurrence, le 13 février, un administrateur de l'hôpital, et je ne sais pas qui il est, a dit « N'oubliez pas de renseigner Civic s'il y a des gilets jaunes ». Je pense qu'il y a un malentendu, peut-être sa langue a fourché. Il n'a jamais été demandé de recueillir l'information gilets jaunes. Jamais je ne demanderais cela à un soignant. D'ailleurs, jamais il ne l'accepterait. Et je pense que s'il y avait eu des dérives depuis 20 semaines, les soignants s'en seraient plaints. Donc le 13 février, je pense qu'il y a eu un problème d'information livrée entre l'administration de l'hôpital et les urgentistes. Il y a une enquête en cours, mais en réalité, ce système il fonctionne parfois lorsqu'il y a un afflux de victimes comme le 1er décembre ou le 8 décembre, parfois pas, parce qu'il n'y a pas eu de victimes en nombre. Par exemple, hier, nous n'avons pas eu à activer le système d'information parce qu'il y a eu peu de blessés et c'était au fil de l'eau dans la journée, donc il n'y a pas eu d'afflux de victimes. Donc vous voyez bien que c'est totalement en fonction des circonstances médicales. Vous parliez à l'instant d'un administrateur de garde. Si quelqu'un fait cette demande de fichage de gilets jaunes à votre place, vous prendrez des sanctions? Oui, enfin je voudrais savoir pourquoi il l'a fait, ce qu'il a dit exactement. En l'occurrence, le ministère de la Santé ne demandera jamais, mais jamais, à aucun soignant de recueillir ce type d'informations. Ça n'est pas notre rôle, nous soignons tout le monde. C'est le code de déontologie médicale et je pense que s'il y avait eu la moindre dérive depuis maintenant 20 semaines, les soignants s'en seraient plaints et donc je pense que cette information du 13 février, elle est vraiment ponctuelle, il y a un dysfonctionnement et nous menons l'enquête. Agnès Buzyn, en mars, c'est vous qui avez relancé le débat sur l'âge de départ à la retraite en affirmant que vous n'étiez pas hostile à un recul de cet âge. Le président a demandé au gouvernement de travailler sur un allongement de la durée de cotisation. Ça veut dire que l'âge légal va rester à 62 ans, mais qu'il faudra travailler jusqu'à 64 ans pour toucher une retraite à taux plein? Alors, aujourd'hui, le constat est clair, nous restons beaucoup plus longtemps à la retraite qu'il y a 20 ou 30 ans. Moi, je n'ai pas parlé de l'âge légal à l'époque où on m'a interrogée. J'avais simplement dit il faudra à un moment que la société française s'interroge sur le fait de travailler plus longtemps,
Ensuite, en fonction évidemment de la vie de chacun, on peut imaginer que lorsque une carrière a été très longue et pénible, les personnes doivent pouvoir partir plus tôt. Et au contraire, lorsqu'on a un travail éventuellement de cadre, plus sédentaire, il faut donner le libre choix de partir plus tard. Mais quand Emmanuel Macron dit, lors de sa conférence de presse, que le point d'équilibre de notre régime de retraite est autour de 64 ans. 64 ans, en fait, 64 ans va devenir l'âge auquel on peut toucher sa retraite à taux plein. Et ça dépendra évidemment des circonstances de vie, mais il est clair que l'âge d'équilibre des retraites aujourd'hui, parce qu'il y a de moins en moins d'actifs et de plus en plus de personnes retraitées, parce que nous vivons plus longtemps et que c'est une chance, fait que progressivement l'équilibre pour notre régime des retraites est effectivement plus tard que 62 ans. Donc il faut pousser les gens à travailler plus longtemps. Ça peut être un système de décote éventuellement, ça peut être un système de nombre de trimestres nécessaires pour avoir le droit d'ouvrir ses droits à la retraite, mais l'âge légal qui permet à chacun de prendre une décision restera à 62 ans. C'est évidemment une promesse du président de la République et c'est nécessaire pour des gens qui ont eu des carrières très pénibles, très fatigantes et des métiers difficiles. Et la réforme sera présentée en juin. Merci Agnès Buzyn. Merci.